cède donc la parole à nos conférencières qui vous feront part de leur expérience et de leurs trucs professionnels dans leur métier d'intervenant en milieu scolaire et dans le milieu de la santé. Il s'agit de Mme Maude Maillot, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires au cœur des Vallées, et de Mme Laïla Zia, agente de planification, programmation et recherche à la Direction de santé publique du CIS de l'Outaouais et représentante de la concertation des saines habitudes de vie en Outaouais aujourd'hui. Merci, à vous la parole. Bonsoir tout le monde, merci d'être en si grand nombre avec vous. Si vous me permettez, je vais prendre un petit temps pour partager mon écran avec vous. Donc, bonjour tout le monde, je suis vraiment très ravie d'être là aujourd'hui. Et Maud et moi, on va vous parler de comment s'épanouir dès l'entrée à l'école, les saines habitudes de vie et le développement global. Puis pour plonger dans le sujet, j'aimerais ça introduire cette présentation en vous parlant de qu'est-ce qu'on veut dire par les saines habitudes de vie. Donc, quand on parle de saines habitudes de vie ou de mode de vie sain, on fait référence aux comportements qui déterminent notre santé. Donc, autant notre santé physique que santé mentale. Et ces comportements-là sont liés à notre compréhension de la santé, de la responsabilité et du risque. Et ils sont façonnés par nos connaissances et par les ressources qui sont à notre disposition. Donc, jusqu'à un certain degré, c'est une sphère de notre santé sur laquelle on peut puis on devrait exercer un certain contrôle parce qu'en bout de ligne, ces comportements ont des conséquences sur notre santé et sur d'autres résultats de notre vie, comme par exemple notre épanouissement quand on transite vers l'école et notre réussite scolaire en bout de ligne. Donc, quand on parle de s'épanouir dès l'entrée à l'école, on vise également le développement global. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'assurer le bien-être des enfants d'âge préscolaire tout en soutenant le développement de leur plein potentiel. On va privilégier les apprentissages qui sont actifs chez les jeunes enfants, qui sont en interaction avec leur environnement, qui va être stimulant, varié, qui va les inciter à se mobiliser dans tous les domaines de développement physique, affectif, social, cognitif et langagier. On va vous en parler au courant de notre conférence. Alors, pourquoi un programme cycle que vous voyez ici? En fait, c'est que l'avènement de la maternelle 4 ans, 1997-1900, l'avènement de maternelle 5 ans, temps plein, en 1997-1998, a amené un nouveau programme qui était daté de 2001. La maternelle 4 ans, temps plein, a eu un nouveau programme en 2014. Donc, en septembre 2021, il y a le nouveau programme cycle qui a été fondé suite aux anciens programmes maternelle 5 ans et maternelle 4 ans, ce qui veut dire que l'enfant qui est inscrit à la maternelle 4 ans a le même programme pendant 2 ans, sauf qu'il est évalué seulement à la maternelle 5 ans. Pour ce qui est de la maternelle 4 ans, il y a certaines différences dans les classes. À la fin, si vous voulez, je pourrais vous en parler. Le programme cycle de l'éducation préscolaire est grandement influencé et inspiré par le programme Accueillir la petite enfance. C'est le programme que votre enfant vit actuellement s'il fréquente un service de garde en milieu familial ou dans un centre de la petite enfance. On a constaté, suite à l'avènement du nouveau programme, que certains CPE pouvaient être davantage scolarisants. Donc, on est en train de voir un arrimage de pratiques pour pouvoir dire comment est-ce qu'on peut bien cheminer avec l'enfant vers l'école et non pas comment est-ce qu'on peut bien préparer l'enfant à l'école. Il n'y a aucun critère d'admissibilité pour aller à l'école. L'important, c'est que l'enfant soit bien dans son environnement et dans son développement. En tant que parent, on veut toujours donner les meilleurs outils pour notre enfant et quand on peut penser au mot préparation à l'école, on a davantage une connotation académique de performance. Alors que la petite enfance, c'est vraiment au niveau du rythme de développement de l'enfant. Chaque enfant a son propre cheminement. Le plus important quand on veut cheminer vers l'école avec notre enfant, c'est qu'il acquiert un certain niveau d'autonomie. C'est ce qui est le plus important de tout. Avant de savoir les lettres, avant de savoir écrire son nom, on veut que votre enfant soit le plus autonome possible en fonction de ses capacités. Parfois, on peut bien faire en pensant à acheter le petit cahier « Je me prépare à la maternelle » qui sort souvent beaucoup trop tôt dans les librairies. En fait, là, c'est correct, mais il y a d'autres, c'est des apprentissages davantage scolarisants qui sont très ciblés. Et on est ici ce soir pour vous dire comment est-ce qu'on peut bien cheminer avec notre enfant à l'école. Il y a plusieurs entrées qui vont répondre davantage aux 5 domaines de développement que d'aller chercher en finalité le petit cahier qui est souvent des activités papier-crayon.
Donc, on ne s'attend pas à une préparation académique avant d'accueillir votre enfant à l'école, mais bien à un cheminement développemental qui est soutenu par son environnement. Le mandat du préscolaire, c'est vraiment de favoriser le développement global de tous les enfants et on veut mettre en œuvre des activités préventives. C'est-à-dire qu'on fait des interventions universelles pour tous et on va avoir des interventions ciblées pour certains enfants. Il y a un aspect très important que je voulais vous présenter ce soir, chers parents, c'est que dans le programme, il y a un volet qui est de se mobiliser autour de l'enfant. On parle de la collaboration école, famille, communauté. Tantôt, Pierre, dans ta présentation, tu as cité ces mots. Eh bien, c'est prescrit par le programme. On prend compte également de la dimension culturelle des familles qu'on accueille et le soutien aux transitions est super important. Si votre enfant présentement est au CPE et rentre à l'école en septembre, il va vivre sa première transition. Si votre enfant est à la maternelle et qu'il s'en va en première année l'an prochain, il va vivre une deuxième transition. Donc, ce sont des choses à prendre en considération et on veut amortir les grandes étapes de transition pour que ça puisse se faire tout en douceur. Comme Maud l'a très bien dit, c'est que le programme cycle préscolaire se veut de vraiment favoriser le développement global des enfants. Et donc, pour ça, il met le jeu au cœur des apprentissages. Parce qu'à cet âge, le jeu, c'est le travail des enfants. C'est comme ça qu'ils acquièrent des connaissances. C'est comme ça qu'ils acquièrent des compétences qui vont leur servir toute leur vie. Mais quand on sait que notre enfant transite vers l'école, c'est tentant de vouloir déjà intégrer les pratiques de l'enseignement primaire. On veut que notre enfant, par exemple, connaisse déjà l'alphabet, apprenne à compter, ce genre de choses. Donc, on cherche vraiment à le scolariser. Parce qu'on veut bien sûr une éducation de qualité pour nos enfants, mais une éducation de qualité à cet âge-là, à ce moment-là, ça signifie de vraiment garder le jeu au cœur de sa pédagogie parce que l'apprentissage par le jeu favorise le développement des enfants et donc enrichir leur jeu, c'est enrichir leurs apprentissages. Prochaine diapo, s'il te plaît. Je voulais juste ajouter, Laila, que le programme éducatif Accueillir la petite enfance, c'est nommé éducatif et le programme du préscolaire, c'est un programme qui est éducatif également. C'est l'éducation préscolaire. On n'est pas dans la scolarisation. Donc, on n'est pas tout de suite dans l'académique. Exactement. Parfait. Donc, ici, j'aimerais souligner le rôle crucial du jeu libre et actif dans le développement de l'enfant et dans son épanouissement lorsqu'il transite vers l'école. Mais quand on dit jeu libre et actif, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Donc, d'un premier côté, quand on dit jeu libre, c'est quand on permet aux enfants de s'engager dans des activités qui sont intrinsèquement motivées. Donc, qui répondent à leurs besoins d'exploration, à leurs besoins de créativité et d'interaction sociale. Et le jeu libre peut prendre différentes formes. Ça peut être le jeu en plein air, le jeu imaginatif, le jeu avec les enfants. Puis quand on dit jeu actif, on implique spécifiquement le mouvement physique et l'exercice. Donc, le jeu actif, ça comprend des activités comme la course, le saut, l'escalade, la danse, le sport en général. Et bien sûr, le jeu actif, c'est important pour la santé physique des enfants. Et c'est ce qui contribue à développer leur force, leur coordination et leur capacité cardiovasculaire. Donc, quand on dit jeu libre et actif, ça veut dire qu'on offre aux enfants la possibilité d'explorer leur environnement, d'apprendre à se connaître et à connaître les autres et de développer des compétences vraiment importantes comme la résolution de problèmes, développer leur créativité, développer leur communication, le respect des autres, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Parfait. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, on fait naturellement face à plusieurs freins, à plusieurs obstacles. Notamment le fait qu'en tant que génération, on est de plus en plus vers la quête de performance scolaire. Donc, on a tendance à privilégier les activités intellectuelles dès le plus jeune âge, les émissions éducatives. On commence à éduquer et à scolariser les enfants assez tôt. Puis, on manque bien sûr de temps parce que permettre à son enfant de jouer librement et activement, ça prend quand même, ça demande l'attention et la supervision des parents. Ce qui nous amène justement à parler de la prévalence des écrans, donc l'utilisation des écrans. Dans un monde de plus en plus numérique, on donne de plus en plus de place aux écrans dans nos routines. C'est facile d'accès, c'est facile d'utilisation, c'est pratique et ça occupe. Puis après, un peu plus tard, on va voir comment ça peut affecter le développement des enfants, surtout social et langagier. Et ensuite, bien sûr, surtout quand on parle de jeux libres et actifs à l'extérieur, on a peur que nos enfants se blessent, donc la gestion du risque et la popularité des activités structurées. Donc, un enfant peut bien sûr avoir un mode de vie qui est totalement actif, mais est-ce qu'il a la place
dans sa routine, dans ses journées, de laisser libre cours à sa créativité et de jouer vraiment librement. Ça nous amène à vous présenter la fleur développementale qui est issue du programme cycle de la maternelle. L'entièreté des observations des enseignantes et de leur appréciation du développement de votre enfant est basée sur les 5 domaines de développement. Je vous en parlais en début de conférence. Donc, voici les 5 domaines. On va prendre le temps de vous expliquer chacun et de faire des liens avec les saines habitudes de vie. En ce qui a trait au domaine physique et moteur, il faut penser vraiment à mon corps dans l'espace. L'importance d'une motricité globale. La motricité globale, là, ce sont mes jambes, mon tronc, mes bras, mon tonus, qui m'amène à, si ma motricité globale est davantage exploitée, aller dans les parcs, courir, sauter, grimper, parfois même monter la glissade à l'envers, permet une bonne traction pour que le tronc puisse se développer. Et plus que ma motricité globale, elle est saine, elle est bien développée, meilleure que j'ai une motricité fine et plus je vais être à l'aise à utiliser mes outils, crayons, ciseaux, colle. Donc, parfois, on peut penser à aller rapidement vers le papier-crayon, comme je vous expliquais tantôt, mais tous les préalables à l'écriture passent davantage par le corps. Et avant l'entrée à la maternelle, c'est super important de travailler la motricité globale. Et à la maternelle également, on fait un cheminement avec ça, en travaillant d'abord par le corps pour que l'enfant puisse vraiment s'intégrer les différents concepts. Il y a également dans le physique et moteur tout ce qui est expérience sensorielle. Et parlant d'expérience, c'est quelque chose que je vois souvent dans ma pratique. Les enfants qui ont été peu en contact avec des matériaux comme de la gouache. Donc, les enfants qui ont été peu en contact vont aller naturellement chercher la sensation qu'ils n'ont pas pu avoir avant. C'est-à-dire, si un enfant était peu en contact avec la gouache et je lui présente une activité à faire, il va davantage être à la recherche de sensations que la gouache lui procure que d'être à l'écoute pour répondre à mon intention pédagogique. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'on doit faire découvrir à l'enfant pour qu'il puisse être vraiment à l'aise dans son corps, vraiment habitué aussi avec le contact du monde qui l'entoure. Également, dans le domaine physique et moteur, on a le volet des saines habitudes de vie, donc d'expérimenter différentes façons de se détendre, explorer le monde alimentaire, se sensibiliser à une sécurité et s'approprier des pratiques liées à l'hygiène. Et ici, on parlait beaucoup de pratiques d'hygiène dans les dernières années, mais on parle aussi surtout de l'autonomie à la salle de bain et ne serait-ce que l'autonomie pour aller se moucher. Donc, être capable de reconnaître soi-même qu'on a besoin d'aller se moucher, aller se laver les mains par la suite. Pour ce qui est, on parlait tantôt de la prise du risque, surtout dans le domaine moteur avec un environnement. Des fois, c'est un frein qu'on peut avoir. Mais sachez que dans les dernières recherches, elles ont démontré que plus qu'on contrôle et qu'on évite la prise de risque chez les enfants en jeune âge, plus tard, les risques qu'ils vont prendre à fin adolescence, début adulte, les risques vont être davantage plus grands et plus dangereux et c'est tout mal calculé. Donc, le fait que l'enfant puisse prendre des risques à sa mesure permet de se connaître en tant que personne. Au niveau affectif, donc la sphère qui est en vert. Oh, excuse-moi, là c'était à Non, non, c'est correct. Je voulais vite faire renchérir. OK, renchérir. Tu as vraiment fait le tour du domaine de développement physique et moteur. J'aimerais vraiment rapidement m'attarder sur l'activité physique parce qu'on parle de saines habitudes de vie. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu de l'effet de la pandémie sur les niveaux d'activité physique chez les enfants au Québec. Donc, bien sûr, vous savez, c'est important de promouvoir une activité physique régulière pour un développement sain. Parce que l'enfant maîtrise mieux ses habiletés motrices, il fait travailler ses muscles, ses os, son endurance. Mais avec la pandémie, il y a à peu près 40% des enfants au Québec qui ne respectent pas les directives canadiennes en matière d'activité physique. Donc, en fait, la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que le niveau d'activité physique chez les enfants a baissé, leur niveau d'activité sédentaire a augmenté, puis il y a même leur qualité de l'alimentation aussi qui a baissé. Donc, juste pour vous donner une idée des directives canadiennes en matière d'activité physique, on recommande pour les enfants de 3 à 4 ans au moins 180 minutes d'activité physique variée qui sont réparties au cours de la journée, dont au moins 60 minutes de jeu énergique. Et pour les enfants de 5 ans, au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité moyenne à élevée. Donc, c'est tout, on peut aller au domaine affectif.
Super. Donc, dans le domaine affectif, c'est vraiment que l'enfant puisse savoir qui il est, reconnaître ses besoins, ses caractéristiques, exprimer, réguler ses émotions. On veut qu'il expérimente son autonomie et qu'il réagisse avec assurance. Parfois, on va avoir des enfants qui vont dire qu'ils veulent pas participer, qu'ils veulent pas essayer quelque chose, mais c'est parce qu'au fond, ils ont peur de faire des erreurs. Ils se disent qu'ils sont pas capables. En tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est vraiment donner le droit à l'erreur et montrer que nous aussi, on fait des erreurs et voir comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on fait des erreurs. Quand on expose nos enfants à ceci, ça permet une diminution de la performance. J'aimerais renchérir, merci Maud, par rapport au domaine affectif. Ici, je voudrais juste parler de la santé mentale des enfants. Donc, au fait, les enfants sont parmi ceux dont la santé mentale s'est le plus détériorée durant la pandémie. Donc, on observe justement depuis le début de la pandémie qu'il y a eu une augmentation chez les enfants de symptômes anxieux et dépressifs et une augmentation des troubles de comportement, en même temps qu'une diminution des capacités d'attention. Donc, on sait que les familles ont connu beaucoup de sources de stress et elles ont dû passer par de longues périodes d'isolement social. Donc, quand il s'agit de développement affectif, le jeu libre et actif peut être particulièrement important. Puis, la clé, c'est de comprendre qu'en plus que l'enfant apprend par le jeu, l'enfant est vraiment l'acteur principal de son développement. Donc, grâce au jeu, les enfants peuvent explorer et exprimer toute une panoplie d'émotions, comme la joie, la peur, la colère, la frustration, bien sûr dans un environnement sûr et bienveillant. Et pendant le jeu, les enfants ont la liberté d'expérimenter et de prendre des risques, comme Maud en avait parlé. Puis ça contribue à renforcer leur estime de soi et leur confiance. Et ça leur donne un sentiment de contrôle, ce qui est particulièrement important chez les enfants qui peuvent se sentir impuissants ou peut-être dépassés dans d'autres aspects de leur vie. Puis là, on parle de justement la transition scolaire, qui peut être une période quand même remplie de nouveautés pour les enfants et ça peut être assez stressant. Aussi, en jouant, les enfants développent une plus grande conscience de soi et une meilleure capacité d'identifier et d'exprimer leurs émotions. Comme par exemple, un enfant peut utiliser le jeu pour mettre en scène un scénario où est-ce qu'il se sent triste ou en colère. Et ça, c'est une manière pour lui de traiter ses émotions, d'extérioriser et de développer des stratégies d'adaptation à lui-même seul. Et au fait, finalement, je pense qu'on le sait tous, mais quand on est actif, quand les enfants, par exemple, courent, sautent et grimpent, ben, ça libère des endorphines et ça les aide à réduire leur stress et à mieux se sentir. Quand Laila parlait de l'enfant va créer un scénario, je suis certaine que vous avez déjà en tête des exemples de vos enfants qui vous imitent en train de les chicaner. Donc, c'est très sain comme comportement. Ils sont en train d'évacuer cette émotion-là et surtout d'intégrer l'encadrement que vous lui offrez. Ce qui m'amène au domaine social. Donc, ce qui est vraiment le vivre ensemble, les contacts avec les autres, créer un sentiment d'appartenance, respecter les règles de vie de l'environnement, avoir des bonnes habiletés sociales, ce qui veut dire créer des contacts positifs et significatifs avec les autres. Parfois, quand on offre des activités très structurées à nos enfants, clubs de gymnastique, natation, tout ça, les enfants, oui, sont côtoient avec d'autres, mais sont davantage acteurs. Ils vont plus écouter l'adulte et ils vont effectuer. Ce qu'on veut, c'est vraiment amener des échanges naturels entre les enfants, soit d'aller au parc, à la piscine et permettre les échanges pour qu'ils puissent se familiariser, qu'on soit le modèle également pour des bonnes habiletés sociales. On veut qu'ils puissent créer des liens significatifs et tout ce qui est dans le vivre ensemble, c'est important puisqu'à la maternelle, 5 ans, ils seront en moyenne jusqu'à 19 enfants par classe. Laila, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Donc, je vais renchérir un peu. Je parlais de justement comme quoi avec la pandémie, il y a eu de longues périodes d'isolement social. Donc ça a bien sûr affecté le développement social des enfants. Les enfants ont besoin de socialiser et d'être en contact avec d'autres enfants, avec leurs parents, avec d'autres personnes. Et donc, c'est important de créer les occasions où les enfants peuvent s'engager avec les autres, notamment en jouant librement avec d'autres enfants dans un parc, par exemple. Ils peuvent mettre en pratique leurs compétences sociales. Ils apprennent à coopérer, à communiquer, à négocier et résoudre les conflits avec les autres. Puis, pour ce qui est d'agir sur ce domaine, en termes d'adopter des saines habitudes de vie, c'est important d'être conscient du temps passé devant les écrans, qu'il s'agisse de téléphone, tablette, télévision, etc. C'est que chez les enfants de 3 à 5 ans au Québec, il y a eu une hausse significative du temps passé devant un écran.
Puis même avant la pandémie, il y avait à peu près 52% des enfants de 3 à 5 ans qui ne respectaient pas les directives en matière de temps passé devant un écran. Puis ces directives-là sont que pour les enfants de 2 à 4, le temps sédentaire passé devant un écran devrait être limité à peu près 1 heure. Et pour les enfants de 5 ans, ce même temps doit se limiter à 2 heures. Et les études montrent que l'utilisation excessive des écrans peut entraîner un retard dans le développement des compétences sociales, comme par exemple la capacité des enfants à lire les émotions et les signaux non verbaux. Et les enfants qui passent trop de temps devant les écrans peuvent avoir des difficultés à interagir avec les autres, et puis à résoudre des problèmes sociaux, c'est-à-dire résoudre des conflits, et ont des difficultés à développer des compétences en communication. On va en parler un peu plus en détail pour le développement langagier. Mais donc, c'est important de trouver un équilibre entre l'utilisation des écrans et le temps qu'on consacre à des activités qui sont plus sociales, ludiques et qui impliquent une interaction face à face avec les autres. Tout à fait. Ce qui nous amène dans le domaine langagier en mauve. Donc, il y a 2 sphères de langagière qu'on regarde. Il y a la sphère orale et la sphère écrite. À la maternelle, on va davantage mettre l'emphase sur l'oral afin que les enfants puissent échanger ensemble. Donc, on fait un lien aussi avec le domaine social, qui puissent acquérir des nouveaux mots. En ce qui a trait à la sphère écrite, on est beaucoup dans l'éveil à l'écrit. Donc, on ne veut pas seulement que l'enfant sache écrire son nom s'il est rendu là, mais on veut aussi qu'il ait accès à des livres pour qu'il puisse être vraiment en éveil. Les récentes recherches démontrent qu'un enfant qui est en milieu défavorisé, qui a eu peu d'exposition aux livres, a environ 500 mots de vocabulaire versus un enfant qui est exposé quotidiennement à une lecture à ses parents depuis ses 6 mois, qui a 2500 mots de vocabulaire. Donc, c'est très considérable. Donc, le fait de prendre le temps de lire une histoire à chaque soir, de l'intégrer à notre routine en tant que parent, c'est super gagnant pour votre enfant. Également, on veut créer un contact réel avec notre enfant lorsqu'il est devant les écrans. Souvent, l'enfant va être hyper passif. Donc, des fois, c'est pas évident, mais si on peut avoir un contact soit physique avec lui, ou si on est en train de préparer le souper, d'avoir au moins un contact verbal pour lui dire qu'on est là. Parce que parfois, les enfants rentrent dans une espèce de 4e dimension et ça peut être très hypnotique de regarder la télé et les écrans. Et quand ils sortent de là, c'est là que parfois vous pouvez voir des crises, sont pas bien, ils ont eu un état de fatigue avancé parce qu'ils ont été surstimulés. Mais c'est important de parler à votre enfant qu'est-ce qu'il est en train de voir en ce moment. S'il est en train d'écouter la télé, d'échanger et après de parler de ce que l'enfant a vu. Et dans la petite enfance, puis la petite enfance, c'est de 0 à 8 ans, les enfants apprennent de façon concrète, donc en 3D. Le plus possible qu'ils puissent être en contact avec un environnement concret qui puisse stimuler ses 5 sens. L'important, comme disait Laila, c'est de bien doser et surtout d'être au courant du contenu qui est visualisé et de favoriser le plus d'échanges verbaux possible. C'était très complet. Je veux juste faire un petit lien avec justement l'utilisation des écrans et mentionner qu'on sait que le retard langagier chez les enfants d'âge préscolaire est vraiment étroitement corrélé au temps passé devant les écrans. Donc, plus l'enfant passe de temps devant l'écran, plus il a de chances d'avoir des retards langagiers, plus ce retard est grand. Donc, c'est juste, je réitère l'importance d'être attentif par rapport à la quantité de temps d'écran à laquelle les enfants sont exposés tous les jours. Mm-hmm. Pour terminer, on va vous présenter le domaine cognitif. C'est vraiment au niveau de l'organisation de la pensée, les stratégies, les connaissances de votre enfant, sa conception du monde. Parfois, ça peut être très drôle quand les enfants nous expliquent un phénomène à leur façon. Pensez aussi, quand on parle de stratégie, là, quand votre enfant décide de se faire un projet, là, il décide de faire une cabane avec la table de cuisine, les chaises, les couvertures, il doit penser au matériel qu'il va avoir besoin, comment est-ce qu'il va le placer, qu'est-ce qu'il veut intégrer à l'intérieur, est-ce que je mets mes toutous, est-ce que j'amène une lampe de poche. C'est toutes ces petites choses-là qui permettent sa conception de construction de concept. Donc, on peut aussi encourager l'enfant, s'il est dans son bain, il pense que c'est un bateau, de fournir cette espèce de créativité-là, d'imagination, d'embarquer avec lui. Ça peut être quand vous allez dans un parc ou dans une forêt, puis l'enfant fait semblant qu'il fait de la cuisine. Donc, d'amener justement avec des nouveaux mots de vocabulaire, d'amener différentes conceptions, puis de laisser place aussi aux petites idées farfelues qu'ils peuvent avoir. Ça augmente également leur confiance en eux. Laila, je te laisse. Merci. Donc, pour garder justement le jeu au cœur de nos réflexions,
Mais en jouant, les enfants ont la possibilité, justement, comme Maud, tu en as parlé, d'explorer, d'expérimenter. Ils peuvent résoudre des problèmes de manière pratique et interactive. Et ce type d'engagement actif avec leur environnement, ça peut aider à promouvoir le développement de compétences cognitives importantes, comme par exemple les fonctions exécutives, la créativité, l'analyse critique. Donc, par exemple, les fonctions exécutives, c'est des processus cognitifs. C'est ce qui nous permet de planifier, d'organiser, d'établir des priorités et de réguler notre comportement en général. Puis pendant le jeu, quand les enfants jouent librement, ils doivent prendre des décisions. Ils se fixent des objectifs, ils gèrent leur temps, ils gèrent leurs ressources. Puis ça contribue significativement à leur développement cognitif. Et on peut parler aussi de créativité et d'imagination. Tu as parlé de jeux un peu, des idées farfelues, Maud, mais quand les enfants s'adonnent à des jeux d'imagination, par exemple, ils peuvent faire semblant d'être un super-héros ou n'importe quel personnage, mais ils doivent utiliser leur imagination pour créer et entretenir ce monde imaginaire. Puis ça, c'est pas facile. Ça prend de la cognition. Donc, oui, c'est tout. Merci, Laila. Donc, quand on vous parlait de développement global, c'est vraiment ces 5 sphères-là. Et votre enfant à la maternelle 5 ans va être évalué en fonction du développement de ces 5 sphères. La philosophie du préscolaire, c'est que chaque enfant se développe à son propre rythme et le jeu actif est tellement important qu'il est maintenant prescrit par le programme. Donc, c'est obligatoire d'offrir 2 périodes de jeu libre par jour à la maternelle, des périodes de 45 à 60 minutes dans lesquelles l'enfant peut jouer avec qui il veut, avec quoi il veut, dans ce qui est disponible et avec le temps qu'il veut, dans la plage horaire qui lui est offerte. Le jeu va permettre de soutenir l'enfant, peu importe son niveau de développement. Le processus développemental va être assuré au préscolaire et évidemment, les 5 domaines de développement sont d'importance égale. Donc, on met autant l'emphase sur le domaine physique et moteur, affectif ou cognitif et il se travaille en synergie. Donc, s'épanouir, c'est de devenir la meilleure version de soi-même, c'est grandir, se réaliser avec un environnement favorable. Telle une fleur qui a besoin d'eau, de soleil, de temps et d'attention, on veut offrir à votre enfant et on veut que vous offriez à votre enfant le meilleur environnement pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, on voulait profiter de l'occasion pour vous présenter l'Observatoire des tout-petits. C'est un organisme québécois de recherche et de diffusion de connaissances. Puis c'est une ressource qui est vraiment précieuse pour vous, pour les parents de jeunes enfants. La mission de l'Observatoire des tout-petits, c'est de promouvoir le développement et le bien-être des enfants d'environ 0 à 5 ans. Donc, ça signifie que pour les informations et les ressources qui sont fournies, elles sont basées sur des recherches scientifiques et des données probantes. Donc, pour des parents, c'est vraiment une ressource de confiance. Et on peut y trouver vraiment une variété de sujets qui sont vraiment pertinents pour le développement et le bien-être de nos enfants. On voudrait terminer avec une petite vidéo qu'on veut vous partager. Je suis en train de partager mon écran, donc je vais aller voir si ça fonctionne. Alors, la modératrice Francine, juste me confirmer que tout est OK. Est-ce que vous voyez en ce moment la vidéo, Francine? Oui, on va juste on va vérifier si on entend bien. D'accord. Peut-on éduquer les enfants Non, Maud, on ne voit pas ta vidéo. On entend seulement, mais on voit juste la photo qui est sur l'écran. Alors, si vous me permettez, je vais juste aller revérifier ici. Là, vous devriez la voir. Peut-on éduquer les enfants autrement? Parfaitement, répondent Catherine Lécuyer et Moïna Fauchier de Lavigne qui sont nos invités. Bonsoir Catherine Lécuyer, peut-être à ma droite. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et psychologie. Votre livre cartonne, si l'on peut utiliser une expression familière, à travers le monde, un best-seller, un livre brillant même selon le quotidien El País. Vous êtes québécoise, vous vivez à Barcelone. Le titre de ce livre, c'est Cultiver l'émerveillement, la curiosité naturelle de nos enfants. Avec nous également Moïna Fauchier de Lavigne. Vous avez coécrit ce livre avec Mathieu Chéreau, L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation. C'est aux éditions Fayard. Moïna Fauchier de Lavigne, commençons avec vous. On a vraiment coupé l'enfant de la nature en France, par exemple? En France, et pas qu'en France, effectivement. En un peu plus d'une génération, les enfants sont coupés de la nature et sont aussi complètement rentrés à l'intérieur. Donc les enfants, à l'école et en dehors de l'école, sont
rentrer dans les appartements, dans les maisons. Mais ça, c'est un phénomène nouveau? Et c'est un phénomène qui est effectivement assez récent. Ça a un peu plus d'une génération. Concrètement, c'est quoi être coupé de la nature? C'est déjà dans la ville, il n'y a plus le bac à sable classique à l'ancienne, on passe son temps sur les tablettes, le nez sur le téléphone déjà très jeune? C'est en ville, mais d'ailleurs pas qu'en ville, c'est aussi un phénomène qu'on observe à la campagne. Les enfants qui sont coupés de la nature, à la campagne aussi, on peut vivre dans une maison à la campagne et ne pas être en contact avec la nature. Et effectivement, vous parlez des bacs à sable, mais ça va jusqu'aux bacs à sable qui maintenant disparaissent. Il y a des bacs à sable qui sont enlevés, même des cours de récréation. Donc ce contact avec la nature, l'éducation nationale ne l'offre pas. Alors on va voir justement quelles sont les conséquences de cet état de fait. Alors soyons clairs, vous Catherine Lécuyer, vous évoquez, il y a un chapitre sur la nature, mais pas seulement. D'abord peut-être le titre qui est beau, cultiver l'émerveillement. C'est quoi l'émerveillement au fond? L'émerveillement, Aristote disait que c'était le désir de connaître. Donc, c'est quelque chose qui est inné chez l'enfant. C'est pas quelque chose qu'on doit inculquer ou qu'on doit stimuler. C'est quelque chose qui existe, on doit se limiter à le respecter. Donc, le livre explique là, en quoi consiste l'émerveillement, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir cette soif d'apprendre chez les enfants. La soif de curiosité, c'est quoi par exemple? C'est qu'on met de l'eau, un bac à eau devant un enfant de 3-4 ans, il va de suite toucher pour essayer de voir la texture, la température. En fait, les enfants de moins de 6 ans explorent leur environnement de façon naturelle. Donc, c'est pas nécessaire de les pousser dans le dos pour... on le voit tout de suite quand un enfant est à 4 pattes là, pour mettre les doigts dans une prise de courant ou se tirer sur une nappe et tout tombe par terre. Donc, on n'a pas besoin de lui dire « Allez, allez, va découvrir ». Non, c'est naturel. Donc, l'enfant, la première chose qu'il fait quand il touche de l'herbe, c'est à la bouche. Donc, c'est à travers des 5 sens. Donc, les enfants de moins de 6 ans apprennent à travers des relations interpersonnelles et à travers des expériences sensorielles. Donc, c'est pour cette raison que la nature est tellement importante. Parce que les enfants ont un déficit de réalité. Donc, ils sont souvent devant un écran. Donc, leur monde est un monde qui est plat, qui est en 2 dimensions. Donc, ils ont perdu cette 3e dimension-là, cette profondeur-là. Les enfants ne connaissent pas la réalité à travers de la réalité, sinon à travers du monde des ombres de la caverne de Platon. Donc, des fois, ils n'ont jamais vu une vache. Ils l'ont vue sur la tablette, mais ils ne l'ont pas vue en réalité. Donc, ils ne savent pas c'est quoi une vache. Ils ne l'ont pas sentie, ils ne l'ont pas touchée. Quelles sont les conséquences de cela, à votre avis, pour l'enfant, pour l'écolier, le collégien, le lycéen? Effectivement, c'est un déficit de monde réel, un déficit de développement physique par les 5 sens, parce qu'on se développe par les 5 sens, on se développe en interaction, on se développe en communication avec des autres êtres humains et êtres vivants en général. Donc si on n'a pas ce lien et si on n'a pas ces interactions, il manque vraiment quelque chose à notre développement. Et ça développe des maladies aussi, obésité, hypertension, dépression, troubles du comportement également. Ça, c'est des choses que vous avez pu constater? Effectivement, il y a une augmentation de beaucoup de ces troubles. Et on connaît, on sait les problèmes que causent les écrans par rapport à la surstimulation, au manque de sommeil, à la sédentarité, aux problèmes de concentration. Et on sait à l'envers, il y a une multitude d'études qui ont été faites sur les bénéfices du contact de la nature, qui sont exactement l'opposé par rapport aux capacités de concentration, qui développent ça facilite l'activité physique, ça encourage l'activité physique, ça encourage la créativité. Et donc, on a vraiment... ça pourrait être presque un antidote à ça, quelque part. Vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, en fait, tout à fait. Un des effets, une des conséquences de la rapidité, là, j'étais dans l'avion, j'avais une personne à côté de moi qui était en train d'écouter sur YouTube une vidéo en vitesse 2, 3, 4, 5. Donc, cette surstimulation-là fait en sorte que les enfants s'ennuient en contact avec la réalité. La réalité est lente, la réalité est exigeante aussi. Donc, les enfants sont ensuite incapables de s'adapter à la vie ordinaire, à la vie quotidienne. Donc, ils ont difficilement une conversation avec leurs parents. Ils ne sont pas capables de manger tranquillement en silence. Donc, ils ont toujours la nécessité d'être sur leur téléphone intelligent. Avec une attention constamment sollicitée par les écrans. Tout à fait. Je me souviens, une professeure d'Alicante qui me racontait une histoire des enfants de 3 ans dans sa classe. Elle racontait une histoire, puis il y en a une qui se lève et dit « Ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas. » Passa en espagnol. Donc, passe à la page suivante. Non? Donc, les enfants sont habitués à cette rapidité. Le mouvement perpétuel et la rapidité. Alors, vous donnez l'exemple du Danemark dans votre livre Moina Fauché de la Vigne. On va voir des images d'ailleurs de la forêt danoise où l'on dispense des cours au sein même de la forêt. Parlez-nous de ce pays du nord de l'Europe. Alors, c'est les écoles en forêt, enfin les maternelles en forêt, ça a commencé là-bas. C'est pour ça que j'avais fait un reportage là-bas, mais maintenant, ça c'était il y a 60 ans que ça a commencé, et maintenant ça existe à peu près partout dans le monde, mais ça commence aussi en France. Et donc c'est des écoles où, au lieu que l'enfant soit toute la journée
en classe entre quatre murs. Ils passent toute la journée dehors où il y a un environnement qui est mouvant, qui peut être lent, qui peut être rapide, qui en tout cas offre beaucoup de possibilités et où il peut y avoir du calme aussi. Et où on a beaucoup moins de contraintes que dans une salle de classe. Et donc, ces écoles au Danemark, il y en a, c'est 20% des écoles qui sont comme ça là-bas, et c'est quelque chose qui fait complètement partie du système et qui est complètement accepté déjà là-bas. Et dans l'apprentissage, ça apporte quoi justement, cet émerveillement dans la famille par exemple, ou au quotidien, qu'est-ce que ça apporte dans l'apprentissage? Il y a une relation directe entre l'attention et l'apprentissage. Donc, c'est impossible d'apprendre si on n'est pas capable de porter attention à ce qu'on voit, à ce qu'on lit. L'attention, on dit en neurosciences, une fonction exécutive qui est tout à fait nécessaire pour l'apprentissage. Donc, c'est tout à fait en lien avec ça. Si les enfants ne sont pas capables de porter attention, c'est vraiment dramatique au niveau de l'école. Dans beaucoup de pays francophones, pas seulement la France et la Belgique, peut-être dans une moindre mesure d'ailleurs dans la province francophone canadienne, le Québec, on parle de décrochage scolaire. Qu'est-ce qui a changé selon vous entre l'enfant d'il y a 10 ans et aujourd'hui? En fait, le décrochage scolaire, on pourrait dire qu'il y a plusieurs causes. C'est pas seulement dû à ce que je vais expliquer, là, mais le fait qu'on ait de la difficulté à faire des efforts, c'est en lien aussi avec cette question-là, parce que maintenant, on a tout à un clic. Donc, on a juste besoin de cliquer. Donc, pour les enfants, ça, c'est vraiment... c'est une motivation artificielle externe. Donc, la motivation, le désir d'apprendre, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur. C'est quelque chose qui est très profond. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on endort le désir d'apprendre avec cette surstimulation externe. Et j'ajouterais aussi, à part de la nature, la surconsommation. Donc, les enfants ont tout ce qu'ils veulent avant même de le désirer. Ça, c'est vraiment un problème, là. Alors, selon les études récentes d'un biologiste, non pas danois, mais suédois, les enfants en contact quotidien avec la nature sont moins malades, plus sociables et ont une meilleure concentration. La concentration qui permet donc de développer des processus cognitifs qui permettent de mieux apprendre aussi, selon vous? C'est effectivement un point central par rapport à une réussite scolaire, même si ce n'est pas le seul objectif pour l'éducation des enfants. C'est pas juste la réussite scolaire, on pourrait être plus ambitieux que ça. Mais effectivement, la concentration, c'est un point qui est. Mais on a le sentiment que la nature important. fait peur aujourd'hui, par exemple en France, je ne sais pas si vous l'avez au Québec ou à Barcelone, mais il y a l'acrobranche, on dit ça aux enfants, mais autant aller à la forêt, on a envie de dire. Alors on ne dit pas, si des enseignants et des enseignantes nous regardent, qu'on n'emmène plus les enfants à la forêt ou en classe de découverte et en classe de neige, mais on a le sentiment qu'on y va moins. C'est vrai ça? Ah, on y va moins, il y a moins de classes découvertes, et on sort beaucoup moins, parce qu'effectivement, il y a il y a une vraie phobie du risque qui fait qu'on prive les enfants de beaucoup d'opportunités et d'un apprentissage du risque qui est essentiel pour se développer. Ici, donc, cette vidéo vient vraiment appuyer notre conférence. On l'a bâti, ensuite on est tombé là-dessus, puis on s'est dit il faut qu'on le partage aux parents. Donc, c'est vraiment une belle ressource, Catherine Lécuyer. On vous explique. Oups, pardon. Alors, je vous ai également donné d'autres références, chers parents, pour vous à l'écran ici. Ce sont des balados, donc ça peut être très intéressant à écouter lorsqu'on est en voiture, en soirée, qui est vraiment des balados sur la parentalité, également des ouvrages papier, des livres. Puis quand on parle de dehors, il faut arrêter de penser la montagne tremblant, la forêt. On peut seulement aller dehors dans notre quartier, explorer, observer les arbres, les nuages, les lignes sur le trottoir. Donc, vraiment, et aussi avec la Fondation CHU Sainte-Justine qui offre des super bons référents qui sont environ d'une centaine de pages, ça se lit super bien. Et évidemment, les ouvrages de Catherine Lécuyer également. Donc, prendre le temps avec son enfant pour permettre son épanouissement, c'était le but de notre conférence de ce soir. Nous vous remercions beaucoup de votre présence.